Alors, il y a beaucoup de choix à faire quand même. Entre la très bonne nouvelle qu'on a eue cette semaine du côté des États-Unis concernant la croissance, qui n'en est finalement pas forcément une inflation américaine très attendue, des publications d'entreprises plutôt bonnes, mais dont l'avenir est sombre, des tensions qui persistent sur le marché obligataire, des banques centrales qui semblent coincées. Voici donc notre débrief hebdo décomplexé. Et abonne-toi à la chaîne pour m'aider à passer les 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Et en plus, c'est gratuit. America is the king. 4,9% de croissance, c'est la première estimation des 3 qu'il y va y avoir, et ça, c'est pour le troisième trimestre. C'est nettement au-delà des 4,3% attendus, et c'est le rythme de progression le plus rapide depuis 2 ans, quasiment. Alors, quel est le principal moteur de cette croissance? La dépense des consommations, parce qu'aux États-Unis, on continue à consommer, en fait, peu importe les conditions. Vas-y, achète tout, on s'en fout, on verra après à quoi ça sert. Alors que les ventes au détail qui avaient déjà été publiées la semaine passée présageaient justement que la consommation était encore solide. Eh ben, tu me crois pas, confirmé par le PIB cette semaine. Putain, j'ai failli me casser le pouce. C'est donc nettement mieux que les 2,1% de croissance au second trimestre et donc le plus élevé depuis le quatrième trimestre 2021. Cette bonne nouvelle ne remettra pas en question la stabilité des taux directeurs de la Fed à 5,5%. Et oui, puisque la prochaine réunion a déjà lieu mercredi 1er novembre. C'est férié, mais pas chez tout le monde. Mais on reste quand même à 20% d'incertitude pour la dernière réunion de la Fed de l'année qui aura lieu donc le 13 décembre. Et c'est pour ça que pour le moment, le marché a pas vraiment n'arrive pas à se détendre entre un taux à 10 ans aux États-Unis qui reste toujours très fort, on est quasiment à 5%, et un dollar américain ici, si on regarde le dollar index, qui finalement est toujours dans un range depuis un mois. Il bouge plus. Le dollar, réveille-toi, wake up, espèce de grosse feignasse. Alors la Fed, ce sera la semaine prochaine, mais la réunion de la Banque Centrale Européenne a déjà eu lieu. Et tu me crois pas, les taux sont inchangés. Ça y est, maintenant je l'ai réussi le truc. Aucune surprise. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Non, en fait, la vraie bonne nouvelle, c'est que la BCE a dit que les prix des biens et des services n'augmentent plus autant. Dans les mois à venir, l'inflation devrait même diminuer. Tu sais comment ils savent? Technique imparable. Ouais, non, je pense que ça a baissé. Je pense qu'on a raison, les gars. Je pense que on va faire le boulot là. Il y a bien évidemment une contrepartie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des nouveaux conflits et des tensions dans certaines parties du monde qui rendent l'avenir plus incertain. Donc dans la conférence de presse, je vais pas tourner autour du pot et en même temps, c'est pas un scoop, aucun détail croustillant. C'est sûr que d'habitude, on n'en a pas non plus, mais bon, on aurait pu changer un petit peu la routine, non? Du coup, peut-être avons-nous enfin touché le plafond des taux de la BCE. En tout cas, on reste toujours dans cette ligne directrice. Mais ce qui est à retenir, c'est que ça permet surtout aux indices européens de surperformer par rapport à Wall Street. Les indices européens sont plus forts pendant les moments de rebond et sont moins faibles pendant les périodes de doute, de situation de rechute. Et ça, tu verras que ça va nous servir pour plus tard. En Australie, par contre, c'est plus inquiétant parce que mardi, le gouverneur de la Banque centrale d'Australie a averti qu'il y avait encore des risques d'inflation plus tenaces que prévu et que les taux d'intérêt pourraient encore augmenter. Pour autant, on n'a pas vu de grosses réactions sur la devise australienne, le dollar australien, si on le compare à plusieurs autres devises. Et puis en fin de semaine, nous avons eu donc le fameux chiffre PCE, Personal Consumption Expenditure aux États-Unis. Autrement dit, l'inflation qui est mieux pondérée que le chiffre d'inflation qui a déjà été publié il y a 2 semaines. Et là non plus, pas de surprise, ce qui permet finalement de terminer la fin de semaine plutôt calmement sur les marchés. Alors je sais, je m'avance peut-être un petit peu parce que, encore une fois, au moment où je tourne la vidéo, même les marchés américains sont même pas ouverts. Donc autant te dire que j'espère que je me trompe pas tant que ça. Quand j'ai le dos tourné là, vous commencez pas à faire nimp, s'il vous plaît. Ça va? Je sais que chez vous il est dimanche 10h, mais et vu que là il y a un décalage horaire par rapport au fait que FT doivent travailler 2 jours pour faire une vidéo de 20 minutes, paye ton efficacité quoi. Putain, j'avais oublié. Qu'est-ce qu'il dit encore ce con? Et oui, c'est encore une semaine où nous continuons ce bal qui a commencé il y a 3 semaines. Un peu de danse dans ce monde de brut et de légèreté. Donc les publications de résultats continuent avec Microsoft qui a publié. C'était largement meilleur que prévu et grâce à qui? Au nuage, au cloud. Bénéfice plus de 22 milliards de dollars, presque 30% de hausse sur un an. Et si on prend ce bénéfice par action, ça nous donne quasiment 3 dollars, largement au-dessus des 2,65 dollars attendus. Et il faut savoir que ce qu'on appelle du coup l'informatique dématérialisée, ça représente aujourd'hui plus de 56% du chiffre d'affaires de Microsoft. Alors que pendant 30 ans, c'était
profiter tout ce qui était logiciel, tous ces systèmes d'exploitation et ces fameux CD et DVD. Oui, je sais, un peu le vieux schnock. Mais c'était la belle époque. On passait des heures à télécharger les trucs, à graver le truc et en fait, c'était pas forcément conforme à ce qu'on avait téléchargé. Je sais que tu vois là où je veux en venir. Intéressant l'introduction. Donc, tu t'en doutes, largement meilleur que prévu. L'action en a largement profité. Et rapidement, tel un soufflé, c'est retombé. En fait, globalement, c'est ce qu'on ressent un peu sur l'ensemble des publications d'entreprises. Tu sens que les investisseurs, ils sont un peu sur les dents, quoi. Ils sont un peu tendus. Le passé est parfois très bon, comme on vient de le voir, mais les investisseurs sont pas pour le moment prêts à être ultra optimistes, en mode ce qu'on appelle risk on, pour la suite, pour l'avenir, for the future, comme on dit chez nous. Ouais, je sais, je m'appelle Xav, je viens de Nice. Donc le marché là, il est un peu en mode loose day quoi. C'est-à-dire qu'il prend n'importe quoi et qui défonce. La publication elle est bonne, la publication elle est pas bonne, toujours avoir le verre à moitié vide. C'est hallucinant. Et alors, je t'explique pas quand c'est un peu en dessous des attentes, t'imagines bien que la réaction peut être légèrement plus violente. Et ça a été le cas pour Alphabet, la maison mère de Google, mais également de YouTube, sur lequel du coup tu regardes cette vidéo et sur lequel bien évidemment tu peux poser un like, ce qui permettra de contribuer à l'essor de YouTube et aussi accessoirement de cette chaîne. Ça prend à peu près une demi-seconde. Alors bien évidemment c'est avec le bouton gauche de la souris, faut mettre sur le petit pouce là qui va vers le haut et tout, tac. Voilà, c'est bon. Allez, on peut continuer. Ralentissement de la croissance pour Alphabet, mais c'était quand même mieux que les estimations. 1,55 $ par action pour le bénéfice. C'est mieux que le tout juste 1 $ il y a un an. Et même mieux que les 1,45 $ attendus. Alors, la publication, elle est bonne ou elle est pas bonne? Elle est bonne. Eh ben, le marché, il est en loose day. Bam, je te défonce la gueule. Moins 10% direct. 10% le jour même. Moins 2% supplémentaire. Enfin, du coup, en moins le lendemain. C'est vraiment à croire que le marché était précédemment en mode complètement euphorique et que là, on passe en mode calme en fait. Non, mais non, on prend pas d'initiative, on sait jamais quoi. Alors par contre, trêve de plaisanterie, et ça, on va le voir après, ça peut permettre justement de saisir quelques opportunités. Et ce, à court terme. Alors, du coup, en parlant de lose, oui, on va faire toute la série lose. Eh bien, la palme de la semaine. Alors, attends, je vais trouver une coupe. La palme de la semaine est attribuée à... Ah non, il faut que je commence par les nominés, non. Les nominés de la semaine sont Microsoft, Alphabet, Apple. Ah non, Apple, ça sera la semaine prochaine. Bon, pas Apple. Et le troisième nominé est une boîte du CAC 40, Worldline. And the winner is Worldline. Bravo, félicitations, félicitations. Moins 60%, c'est beau. Franchement, boîte du CAC, respect. Voilà, je te remets le truc, ouais. Non, oui, c'est barré. Donc pour simplifier, au lieu d'avoir des objectifs autour de, je crois que c'était 8-10%, finalement ce sera plutôt 6-7% de croissance seulement. Abaissement des objectifs de croissance, hop, voilà, ça se fait déglinguer, bim, allez hop, ça dégage. Alors certes, c'est pas une grosse pondération du CAC 40, quand même. D'ailleurs, elle va probablement, on verra la révision au mois de janvier, puisque tu sais que janvier, on révise toutes les valeurs qu'il y a dans le CAC. Elle devrait gentiment se faire pousser pour faire la sortie, malheureusement. Ça reflète plutôt un environnement difficile. Et bien évidemment, du coup, ça lui donne une valorisation plutôt attrayante à 6 fois l'EBITDA. Je rappelle qu'on est dans le secteur de services de paiement électronique, notamment donc tout ce qui sert pour les commerçants. Donc exagéré probablement, mais comme le dit l'adage, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Et là, c'est quand même un peu plus violent qu'un couteau. On est plutôt dans le thème de la hache ou tout autre objet assez aiguisé. Donc preuve que le marché sanctionne à la moindre sortie de route. Belle ambiance en tout cas. Franchement, là, on a fait fort. Ça nous donne donc pour ce point intermédiaire 17% des entreprises du SP500 qui ont publié. Alors 73% font mieux que prévu en termes de bénéfices par action. Sauf que, comme je le disais, c'est le passé. Le problème, c'est que l'avenir, pour le moment, les entreprises sont plutôt méfiantes à cause de la croissance, l'inflation, les taux d'intérêt, etc. Ce qui nous donne, grosso modo, pour le moment, une baisse des bénéfices sur le SP500, donc les entreprises qui le composent, de moins 0,4%. Alors attention, ce sont les chiffres du 20 octobre. Je vous mets donc ici les chiffres du 28 octobre. Et vu que je les avais pas au moment où je tourne la vidéo, je les remets comme ça ici, comme ça permet de comparer par rapport à ce qui a été publié en plus la semaine d'avant. Voilà, comme ça en plus, tac, ça nous permet de comparer, de voir l'évolution, c'est mieux, c'est moins bien. En fait, ça évolue de manière positive ou de manière négative. Donc dimanche dernier, je disais que... Oui, je vais reprendre la casquette parce que au moins que ça nous serve à quelque chose. Je disais fin de la casquette rouge.
je prends mon autre matériel, début de la casquette bleue, voire une casquette verte sur les indices les plus forts. Et oui, même si tout semble complètement dégueu, si on s'arrêtait à tout ce qu'on a vu précédemment, effectivement, ça donne pas très envie. Mais en même temps, on n'a pas eu cette semaine d'emballement sur les taux d'intérêt, le 10 ans aux États-Unis. Oui, ça reste tendu, mais c'est pas enflammé plus. On n'a pas eu non plus de rupture violente de ce qu'on va voir d'ailleurs juste après, de zones support en Europe, sur lesquelles d'ailleurs accessoirement on a commencé à travailler à l'achat. Calmement. Europe donc qui surperforme par rapport aux États-Unis. Bon alors là c'est un peu plus compliqué parce que le SP500 a pété un peu des zones, pareil pour le Nasdaq, c'est moins le cas sur le Dow Jones. Et aussi si on regarde d'ailleurs le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations aux États-Unis, bah là aussi on est revenu sur la zone support de 2023. Même zone support 2022. C'est même les plus bas de 2023 et de 2022. Alors à votre avis, quand on revient en bas de range, qui a déjà joué son rôle dans le passé, depuis 2 ans, alors même qu'on vendait la borne haute de ce range depuis maintenant quasiment 2 ans, et que systématiquement, bas de range, haut de range, après donc avoir vendu le haut de range, acheté le bas de range, revendu le haut de range, nous revenons en bas de range. Et qu'est-ce qu'on fait donc quand on est en bas ? Et ça marche aussi avec les ranges sur des unités de temps plus courtes, les ranges horaires. Bon, en fait, c'était la minute pédagogique en fait qu'on vient de faire. Alors sur l'indice CAC 40, j'ai un ordre d'achat conditionné un peu plus bas, qui a d'ailleurs toujours pas été déclenché, mais on a une zone support des 6800 qui est ultra solide. Et ça d'ailleurs, on l'a vu cette semaine, on a déjà des réactions positives qui sont en train de se déclencher, mais pour le moment uniquement sur des unités de temps court. On devra confirmer la bonne solidité justement de cette zone-là en s'installant au-dessus des 6900. Et à ce moment-là, il y aura un bon signal, on réintégrera le porte-voix dont on est sorti par le bas, rupture de la moyenne mobile à 20 jours là en bleu qui arrive au-dessus de la tête. Et là, on pourra charbonner. Elle est où? Elle est là. Charbonner casquette verte. Hop, direction 7111 points. Le fameux objectif qu'on avait déjà il y a à peu près un mois. Voire plus, hein, si affinité. On peut bien évidemment trouver certaines affinités à un moment donné lorsque le marché nous donne raison afin d'en profiter pleinement. Donc, je le disais, les indices américains, eux, sont descendus d'un étage. SP500, Nasdaq, on a rompu des zones support. 4002 sur le SP, 14005 sur le Nasdaq. Sous l'influence des technos qui visiblement perdent à chaque fois un peu plus de valeur, même si les résultats sont bons. On va quand même surveiller, et ça c'est ce que j'appelle un peu le coup d'avance aussi, c'est préparer ses plans en amont. Si on réintègre justement ces zones support, donc les 4005 sur le Nasdaq et les 4002 sur le SP500, si on réintègre ça, ce sera plutôt un bon signal pour la suite, et en plus de ça, on aura une invalidation qui est claire sous les pieds. En attendant, en tout cas, des bonnes nouvelles au moins d'un point de vue technique, et encore une fois, je n'ai pas les cours de clôture de vendredi, donc peut-être qu'on sera largement en dessous ou largement au-dessus, j'en sais rien. Je ne vends plus les indices américains sur ces niveaux. Voilà. Fallait le faire ces dernières semaines. Là aujourd'hui, c'est un peu trop tard. Voilà. C'est pas maintenant qu'on arrive sur des grosses zones clés. Sachant qu'en plus, le Russell 2000, donc je le disais, il arrive sur une grosse zone support. Mais il faudra pour lui passer les 1670 points. Premier signal à très court terme qui permettrait de dire oui, il y a de l'appétit pour le risque de la part des investisseurs de revenir sur des petites capitalisations. Et ça, je trouve que ça peut être un message important parce que sur les petites capis, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Russell 2000 a perdu 17% ces derniers mois. Parce qu'en fait, dès que l'ambiance est un peu morose, on dégage les trucs les plus risqués et les moins liquides. En l'occurrence, les small cap US. C'est pour ça que c'est fait démonter plus que les autres. Et après, une fois qu'on dégage comme ça, on récupère du cash sur les petites capis, c'est à ce moment-là justement qu'on a les grosses, comme on l'a vu cette semaine, qui se font aussi un peu démater. Et puis après, finalement, on a du cash et si ça va mieux, on revient notamment sur les small qui ont plus dérouillé que les autres et ce qui permet de reprendre du risque. Donc c'est pour ça que cette zone support, elle peut être intéressante si on passe au-dessus des 1670. Belle zone également support sur l'Eurostoxx 50, les 4000 points. Il a quand même déjà perdu 10% depuis ses plus hauts. À suivre une belle réaction si on réintègre au-dessus des 4100. L'or toujours sous pression haussière et ce tant qu'on tient les 1950 $. On reste toujours dans un flux haussier, dans un contexte de tension géopolitique et passer les 2070 $, cela ça sera un prochain cap à éclater et ça sera finalement que mérité puisque les cours de l'or sont toujours dans des tendances haussières à moyen, à long terme. On verra ça peut-être d'ici Noël. Rodolphe, quant à lui, s'est focalisé essentiellement sur le DAX, qui fait partie donc des indices les plus forts, notamment cette semaine, proche d'une zone de réaction court terme. Salut Xav, salut FT, Il y en a encore un autre là? Ouais, j'arrive. salut tout le monde, j'espère que vous passez un agréable week-end. Rapidement, donc un petit point sur le DAX. Déjà, je voudrais commencer par plusieurs petits points. Premier point, vous le savez que quand il y a de la volatilité comme ça, quand il y a des mouvements brusques, des oscillations assez importantes, quand la situation géopolitique est assez déstabilisée, quand le gold
qui montent, quand on a les taux qui montent, quand on a le pétrole qui s'envole, etc., etc., s'il vous plaît, pensez bien à diminuer vos tailles de position afin de limiter l'impact de toute prise émotionnelle, de toute prise de position sur la partie émotionnelle de votre cerveau. Ok, donc ça c'est le premier point hyper important. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, je vous rappelle que les indices boursiers ou les marchés financiers ou qu'est-ce que vous voulez, ça a tendance à pricer, on va dire, en avance. D'accord ? Il y a toujours sur les indices, sur les actions, entre 3, 6 et 9 mois d'avance. Donc, par exemple, sur le DAX, quand on était à 16 500, on a eu pratiquement 2 mois, 3 mois et demi de distribution, une période assez longue où pour ma part, j'ai dû faire que vendre, mais c'était long d'attendre le bénéfice et les performances de toutes ces ventes. Heureusement, on les a tenues et finalement, ils nous ont pas vraiment beaucoup piégés ni emmenés très haut. Donc, c'était pas très compliqué à tenir. Vous allez voir que ça va être un peu plus compliqué en bas et encore, je suis même pas certain. Tout simplement qu'en haut, on priçait déjà toutes les défaillances d'entreprise, tous les résultats un peu moins bons, toutes les perspectives. Bah, c'est pas que c'est moins bon, mais on va dire que c'était attendu. Donc, c'était ce qu'on appelle pricé, c'est-à-dire que le marché a toujours un temps d'avance et donc n'essayez pas. Souvent, on commente le marché à un instant T à ne pas le comprendre économiquement ou fondamentalement. Bah, par exemple, le DAX à 16 000, 16 500, tout le monde me disait mais pourquoi on est si haut ? Eh ben, tout simplement, on est si haut parce que les opérateurs prennent leur temps de distribuer et vous allez voir que d'ici 2-3 mois, on sera beaucoup plus bas. Là, on revient beaucoup plus bas. Est-ce qu'on va s'effondrer ? C'est toujours une possibilité, mais il faut pas oublier que les opérateurs vont aussi penser à dans 6 mois. Et vous regardez la croissance américaine qui est ressortie hyper solide, l'inflation en Europe qui ralentit un peu. Donc, essayez également dans votre petite tête d'anticiper un peu plus loin qu'à 24 heures. Donc voilà, j'ai fait ces 2 points. Maintenant, je vais faire le point, troisièmement, le point technique. Le point, outre après les points psycho et fondamentaux, le point technique, celui qui vous intéresse le plus. Donc, on est sorti par le bas de notre fameux porte-voix, d'accord ? Vous vous rappelez de ce fameux porte-voix journalier haussier. Il passe aujourd'hui de mémoire autour des 14 950. Donc, on est sorti par le bas et donc, pour l'instant, je vous fais un peu la carte détaillée avancée du DAX sans trop d'erreurs. Le fameux range 15 500, 16 500 qui a duré pendant des semaines, eh ben on est détendu d'un étage. Et comme je vous le disais, je m'attendais plutôt désormais à un range entre 14 500 et 15 500. D'accord ? Donc oui, la situation est pas belle. Oui, les news sont plus ou moins négatives, voire catastrophiques pour certaines. Oui, la tendance est baissière. Oui, la tendance journalière est baissière. Mais attention, comme je vous le dis souvent, c'est là où, pour ma part, mon travail commence, où mon travail psycho, notamment pour tous les membres IVT, va commencer. On arrive sur une énorme zone hebdo-mensuelle avec un décalage, donc ce range. La zone, elle est un peu large puisqu'elle va, et c'est compliqué, c'est vrai, elle va de très large, elle va de 13 008 à 14 007, mais on va dire que déjà entre 14 003 et 14 700 points, 14 005 de moyenne, 14 006 de moyenne, on a déjà beaucoup d'éléments techniques graphiques. On a la MM20 mensuelle, on a l'ancien bas de range, on a les plus hauts de novembre 2022, on a les plus bas de mars 2023. On a quand même beaucoup d'éléments techniques graphiques qui font, ou du moins qui me font dire que cette zone-là, à partir de maintenant, je vais commencer à la travailler en swing. Alors bien évidemment, en petite position, il va me falloir des confirmations pour augmenter ma taille de position, d'accord ? Et surtout, je vous le répète, c'est normal et légitime d'avoir ce qu'on appelle des oscillations brusques. La tendance journalière, avec toutes vos moyennes mobiles pour la constater, est fortement baissière. On arrive sur des niveaux horizontaux de prix techniques assez importants. Et donc, du coup, pendant quelques jours, voire même parfois quelques semaines, vous avez la rencontre de ces forces acheteuses qui se disent « Ah bah, à 16 500, on va dire qu'à 16 500, quand c'était l'euphorie de partout, la plupart priaient, même je me rappelle, pour revoir les 15 000, 15 002. Bah là, on arrive sur 14 500. Donc, ces forces acheteuses-là vont se manifester, vont se mettre en avant. Mais en face, on a toujours des forces vendeuses qui, elles, continuent d'essayer d'appuyer la tendance avec les mauvaises nouvelles de part et d'autre, géopolitiques, etc., économiques, etc. Donc, cette rencontre de forces va faire que vous allez avoir des oscillations brusques et va faire que il va passer un temps d'adaptation où il va falloir que petit à petit, les acheteurs grignotent et reprennent la main sur les vendeurs pour déclencher
un rebond swing technique d'ampleur plus important. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur le DAX. Quand même, je vais vous donner des niveaux graphiques à suivre. Donc en dessous, vous l'avez compris, hein, on est dessus là. Hein. On l'a fait 14 006 hier soir sur le futur. Donc voilà, 14 004, 14 006, premier gros niveau graphique à suivre. Et ensuite, pour un peu plus de sérénité, c'est-à-dire que je comprends celles et ceux qui n'ont pas envie de se battre, qui n'ont pas envie de lutter contre une forte tendance baissière journalière. Ils ont certainement raison, même si à terme, forcément, ça les oblige à attendre que le temps passe et parfois à rentrer un peu plus tard. Mais vous pouvez vous mettre déjà également des éléments que j'avais matérialisés toute la semaine. Vous avez déjà les 14 835 en élément horizontal. Donc, tant qu'on reste sous ces 14 835, les vendeurs ont la main. Donc, il faut déjà que les acheteurs arrivent à reconquérir ce niveau, d'accord ? Et c'est vraiment les 15 050. Il faut repasser nettement dessus les 15 050 pour relancer, on va dire, avoir une éclaircie un peu plus importante pour l'ensemble des acheteurs. Voilà. Donc, pour ma part, vous connaissez mon travail. Désormais, pourquoi pas, on peut toujours vendre en intraday chaque rebond technique. Pour l'instant, ça reste des rebonds techniques légitimes, nécessaires, d'accord ? Mais pour ma part, en termes de constitution de position swing, je vais plutôt désormais chercher des achats. Il va falloir que je me batte, il va falloir que je travaille, il va falloir que je recommence, que je reprenne, que je recommence, etc., etc. Mais voilà, 14 003, 14 006, pour moi, c'est une zone qui m'intéresse désormais à l'achat, alors que la zone 16 000, 16 005, je ne faisais que la vente à haut. Donc, déjà, en termes de performance, j'ai beaucoup d'avance sur le DAX. Donc, je peux me permettre un peu ce travail-là, d'accord ? Mais encore une fois, pour terminer, je vous le répète, c'est à minima les 14 835, puis 15 050 à reprendre à la hausse pour que les vendeurs se retirent un peu du marché et que la tendance s'éclaircisse un peu. Voilà, Xav, merci tout le monde, merci FT. Je vous souhaite bien évidemment, comme d'hab, une excellente fin de dimanche à toutes et à tous. Je vous embrasse bien fort. Voilà. Alors sans transition, je sais qu'il est 10h, peut-être d'ailleurs certains d'entre vous, bande de feignasses, êtes au petit-déj encore. 52% de hausse sur le cacao cette année, donc déguste-le, hein. C'est un nouveau record. 100% de hausse, c'est-à-dire x2 sur les cours du jus d'orange. Là aussi, déguste-le. Donc on comprend maintenant pourquoi il vaut mieux se les presser soi-même. Quand on voit autant de mauvaises nouvelles dans un marché dépressif, on peut aussi être tenté de l'être. En fait non, on fait l'inverse. On n'a pas tout acheté tout en haut, quand tout le monde disait qu'il fallait absolument investir. On a même d'ailleurs travaillé à la vente, bon je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, effectivement, et je le disais tout à l'heure, on peut effectivement commencer à profiter de ces opportunités pour acheter avec parcimonie. Parcimonie, c'est un peu une blague, non. Avec ce qu'on appelle des tailles de position maîtrisées, une exposition gérée et pas en mode ah ça y est, ça a beaucoup baissé, bam, on y va, on achète tout ce qui passe, puis on verra bien, ça va bien remonter un jour. Non, faut qu'on travaille, et d'ailleurs on va continuer à le faire, à travailler ce qu'on appelle des positions en intraday à l'achat, dans le sens de swing acheteur à l'achat, ça fait plus de 2 fois achat, je sais. On travaille des positions dans un sens directionnel, quitte à ce qu'on recommence plusieurs fois, parce que le marché, de toute façon, il ne va pas se retourner comme ça du jour au lendemain en disant « Ah, ça y est, on passe d'un mode dépressif à un mode euphorique ». Non, ça va mettre du temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours cette phase de transition entre casquette rouge, ensuite casquette bleue, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, peut-être même d'ailleurs plus longtemps. Progressivement, casquette verte sur des unités de temps plus courtes, sur les indices les plus forts avec une exposition maîtrisée. Et après, progressivement, une fois que le marché nous donne raison, bam, on y va, on charbonne. Et dès qu'on s'installe au-dessus de zones de polarité, on y va. Donc je vous ai parlé de quelques zones précédemment. Donc sachez que si on passe là au-dessus, probablement on va continuer à charbonner à l'achat de manière beaucoup plus intensive. On garde bien évidemment toujours un œil sur le taux à 10 ans aux États-Unis. Il faudra qu'il se détende pour vraiment commencer à envisager un changement de psychologie, notamment sur les marchés américains. Et sachant que semaine prochaine, il y aura la Fed. Avant dernière réunion de l'année, même s'il ne va rien se passer sur les taux, il pourrait donner quand même quelques indications. Et ça, ce sera donc mercredi 1er novembre. Voilà. C'est férié en France, peut-être, probablement, mais en tout cas pas aux États-Unis. Donc mercredi soir, il faudra être devant, sachant qu'en plus, il y a le décalage là dimanche. Et je suis sûr que probablement, il y en a qui auront loupé le 10h parce qu'ils ont oublié de décaler l'horloge, même si les horloges maintenant sont automatiques, ils se sont trompés dans l'heure. Et si tu en fais partie, dis-le, sois honnête, assume l'échec. C'est important d'assumer l'échec.
31 500 $ sur Bitcoin, c'était un cap à franchir. Et il l'a fait. Nouveau plus haut annuel, flux aussi en place, qui sera d'ailleurs conservé tant qu'on tient les 31 000 $. On remerciera bien évidemment, et merci à vous, les shorts à effet de levier, encore une fois, parce qu'on est dans la thématique de loser, donc voilà. Surtout shorter le marché crypto avec des forts effets de levier, ça c'est important. C'était bien évidemment le conseil de ce dimanche. Donc il y a à peu près 125 millions de $ qui se sont fait découper. C'est d'ailleurs quasiment un record cette année. Donc c'est bien, mais vous auriez pu me faire. J'avais 2 grosses positions sur l'Ether, notamment en renfort, que j'ai pu du coup alléger, sortir même en intégralité, profitant de cette impulsion haussière, quand bien même l'Ether est moins fort que le Bitcoin. Il a quand même profité cette semaine, en sortant par le haut du range dans lequel il était depuis maintenant pas plusieurs semaines, c'est même 3 mois quasiment. Ce qui permet du coup avec la position sortie de garder la main si jamais ça se replie. Il y en a d'autres qui vont paniquer puisque probablement certains n'ont pas écouté mes conseils et sont rentrés à l'achat à l'effet de levier. Donc si jamais ça se replie de 3-4%, on va reprendre 10, panique générale, position liquidée, ça sera le moment de rentrer, etc. Et c'est toujours la même limonade. Ensuite, il y avait mes 2 chouchoutes ces dernières semaines, on en avait parlé ici d'ailleurs, INJ et SFP. Donc des cryptos fortes en tendance haussière qui sont toujours au-dessus de leur moyenne mobile journalière. Et 30% sur l'une, sur SFP, 70% quand même de progression depuis sur INJ. C'est quand même pas mal, donc bien évidemment, on s'allège un petit peu et on vise des objectifs plus ambitieux en laissant courir une partie de position. Voilà pourquoi ne pas utiliser l'effet de levier. Ça permet d'absorber des marchés capricieux, en langage technique, volatile et en range, de manière temporaire, et être du coup beaucoup plus en confiance quand ça part, de dire ok, je renforce progressivement parce que j'ai géré ces périodes un peu incertaines, etc. Et donc d'accompagner encore plus fort lorsque, comme dit Rod, d'aller là où l'action se passe. Et là, il y a du flux, donc voilà, il faut y aller de plus en plus, etc. Bon, on a quand même un gros morceau à passer sur la capitalisation totale, les 1270 milliards de dollars, les plus hauts de l'année. Et ça serait pas mal de le faire au cours de ces prochains jours et semaines pour avoir peut-être au pied du sapin un beau cadeau de Noël. En tout cas, ça fait plaisir. Laissez transformer sur le marché des cryptos. Comme quoi, les notions de force et faiblesse qu'on avait vues ensemble ces dernières semaines, ça a payé puisque les cryptos qui étaient fortes en ont plus profité que les autres. Donc, on peut voir ces notions également de force et de faiblesse d'un marché par rapport à un autre, puisqu'on a vu aussi que le marché crypto était beaucoup plus résilient et beaucoup plus fort que les marchés traditionnels. Pas parce que les marchés américains baissent que forcément tout baisse. Preuve en est, on l'avait repéré ces dernières semaines. Après, au sein même de ce marché, on peut regarder par exemple secteur par secteur. Ensuite, on peut regarder un actif par rapport à un autre. Tous les indices ne réagissent pas de la même manière. On peut avoir des indices forts, des indices faibles, des cryptos forts, des cryptos faibles. Et du coup, ça permet progressivement d'ajuster son curseur d'exposition, de s'entourer de forts et de taper sur les plus faibles. Parle bien évidemment marché exclusivement. La semaine prochaine, donc rendez-vous mercredi avec les taux de la Fed et surtout le discours de Jérôme Powell. GG, si tu nous écoutes, big up à toi, bonne préparation de réunion. Publication d'entreprise également la semaine prochaine, on aura notamment du Apple jeudi. Des zones clés donc à passer partout pour confirmer la pertinence de ces zones techniques qui commencent à réagir un peu en Europe. Une casquette verte, donc souhaitons-le un peu plus enfoncée. Donc voilà, et là voilà, on a une casquette verte un peu plus enfoncée, donc il va falloir être encore un petit peu patient. Même sans cheveux, en fait, les casquettes ça passe toujours pas quoi. Je sais pas trop ce qu'il faut faire là du coup. C'est quoi? La grosse tête? Ouais, probablement. Ouais. Ah tiens, d'ailleurs, on passe sur les actions du SP500 en dessous de 20% d'entre elles qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Et ça, historiquement, généralement, ça marque un creux de marché à court, voire à moyen terme. Et ça tombe bien, puisque c'est cette stratégie qu'on commence à mettre en place. C'est pour ça, finalement, ça y est, la boucle est bouclée, que c'est pas parce que toutes les nouvelles sont absolument dégueu que finalement, il ne peut pas y avoir forcément des opportunités et qu'il n'y a pas forcément des marchés finalement qui profitent de tout ça. Merci pour tous les likes que vous lâchez à chaque fois. N'hésitez pas à continuer à le faire si ce contenu vous plaît. Un grand merci d'ailleurs à ceux qui étaient là pour l'apéro cette semaine avec Rodolphe. C'était top, franchement, j'ai bien kiffé. Et sachez qu'on va reproduire encore et encore et encore. C'était que le 3e épisode d'une très longue saison. Prenez soin de vous, de vos proches et je vous dis à très vite. Ciao!